Bonjour tout le monde et bienvenue pour l'actu politique de la semaine, une actu politique marquée par le franchissement de seuil dans l'autoritarisme du régime macroniste. Parce que, en l'espace d'une semaine, il y a eu une série d'événements qui se sont produits, qui, quand on les met bout à bout, finissent par former une ligne qui est assez inquiétante, je dois bien le dire. La dernière opération en date dans ce régime macroniste, c'est la convocation annoncée de la présidente du groupe parlementaire insoumis, Mathilde Panot, à l'Assemblée nationale, une convocation devant la police pour, accrochez-vous, apologie du terrorisme. Alors l'accusation est totalement infamante et c'est fait pour nous coller une étiquette sur le dos en disant ah bah vous voyez ils sont non seulement islamo-gauchistes, non seulement antisémites, non seulement amis du terrorisme, non seulement porte-parole du Hamas, mais en plus ils font carrément de l'apologie du terrorisme, dernière étiquette qu'on peut nous coller sur la tête pour essayer de dégoûter les gens, de les mettre à distance de la France insoumise et d'empêcher qu'il y ait une forme d'unité entre ce que nous proposons pour le pays et justement le peuple lui-même qui peut décider de son avenir dans les élections lorsqu'il y en a. Voilà pourquoi cette accusation infamante est lancée contre nous. Mais il faut bien regarder d'où ça vient. Cette accusation, elle vient d'une plainte d'une association qui est une association très proche de M. Netanyahou et de la politique du gouvernement d'extrême droite en Israël. Très proche des complices du génocide en cours à Gaza. Et donc cette association, elle vient essayer de jouer sur le débat politique français en empêchant la liberté de parole des députés sur le sujet, puisque la convocation est donnée à une parlementaire, Mathilde Panot. Mais attendez, ce n'est pas fini. Cette association, elle a déposé plainte contre tout un tas de gens, contre apparemment une quarantaine de personnes, parmi lesquelles d'ailleurs plusieurs députés seraient visés si mes informations sont exactes. Mais en visant Mathilde Panot, sur la base du communiqué que nous avons fait le 7 octobre pour condamner l'attaque du Hamas et condamner la riposte potentielle que pouvait faire M. Netanyahou en disant que la violence n'appelle que la violence et que tuer des civils n'est jamais une bonne chose, ce que M. Netanyahou est en train de faire d'une manière qui dépasse l'entendement puisqu'il y a déjà 30 000 personnes qui sont mortes, et parmi lesquelles essentiellement des femmes et des enfants, eh bien quand cette association dépose plainte contre tous ces gens, c'est pour essayer de les faire taire. Or, c'est précisément un problème démocratique d'ampleur majeure. Parce que la liberté de parole des députés, c'est quelque chose qui est garanti par la Constitution. Déjà, la liberté de parole des citoyens, elle est garantie. La liberté d'expression, c'est un des droits les plus fondamentaux. C'est l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Vous pourrez aller le regarder. Mais en plus de ça, quand on est député, on bénéficie d'une liberté de parole d'une certaine manière augmentée. Parce que comme on est représentant du peuple et représentant de la nation, eh bien justement, on doit avoir une liberté totale de vote, de voter dans un sens ou de ne pas voter, et de parole, de dire ce qu'on a envie de dire, ou de ne pas dire ce qu'on n'a pas envie de dire. Et normalement, cette parole, elle est garantie. Personne ne peut la contraindre d'une manière ou d'une autre. Or, précisément, en déposant plainte contre nous sur la base de propos spécifiques, propos qui engagent l'ensemble de notre groupe, parce que je vous l'ai dit, c'est sur un communiqué de notre groupe parlementaire. Eh bien, ce que cette association essaye de faire, et ce que, d'une certaine manière, l'appareil d'État français encourage, valide, en convoquant Mathilde Panot devant la police, eh bien, c'est de nous faire taire. C'est de nous empêcher de parler de ce qui se passe à Gaza. De nous empêcher de dire des choses que personne ne nous empêchera jamais de dire. Non, personne ne nous empêchera de dire que ce qui se passe en ce moment à Gaza est un drame absolu. Que quand 30 000 personnes se font tuer, parmi lesquelles une majorité de femmes et d'enfants, eh bien, ça n'est pas une manière de répondre à une attaque. C'est une manière de tuer des gens, purement et simplement. La guerre n'est jamais une chose qui est positive. La guerre, c'est toujours des massacres. Et parfois, dans les massacres, il y a des gens qui vont extrêmement loin, qui commettent des crimes de guerre, qui commettent des crimes contre l'humanité. Et ces gens doivent être jugés devant la Cour pénale internationale. Et quand il y a un gouvernement comme celui de M. Netanyahou qui fait ça, quand il y a un gouvernement comme celui de M. Netanyahou qui empêche l'aide humanitaire d'arriver, qui bloque la nourriture, qui, quand de la nourriture est livrée, n'hésite pas à tirer sur les gens qui vont chercher la nourriture. Eh bien moi je considère que c'est notre devoir, c'est notre honneur d'en parler, c'est notre honneur de dire ce qui se passe. Et que personne, jamais, nulle part, ne pourra contraindre la parole des insoumis sur ce sujet-là. Mais cette convocation de Mathilde Panot devant la police, elle ne vient pas seule, elle vient aussi avec la convocation de Rima Hassan devant la police. Rima Hassan qui est une candidate à des élections qui arrivent prochainement dans notre pays, le 9 juin. Et donc,
d'une certaine manière, on essaye à la fois de contraindre une députée, une présidente de groupe d'opposition, et puis en même temps de contraindre une candidate aux élections européennes. Ce qui est quand même un niveau de scandale qui devrait choquer tous les démocrates. Et ces convocations, elles n'interviennent pas n'importe quand, elles n'interviennent pas n'importe où, elles interviennent déjà en pleine campagne des élections européennes, mais elles interviennent aussi après l'interdiction qui a été faite à deux reprises en l'espace d'une semaine, à Jean-Luc Mélenchon et à Rima Hassan de s'exprimer sur ce sujet. Parce que je ne sais pas si vous avez suivi cette histoire, mais si ce n'est pas le cas, je vous la raconte. Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan étaient invités à l'université de Lille par une association qui s'appelle Libre Palestine. Et cette invitation portait justement sur ce sujet, sur ce qui se passe en ce moment au Moyen-Orient. Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan étaient donc invités et il y a eu des pressions qui ont été exercées pour que cette conférence soit annulée. Une personne comme Violette Spilbout, qui est députée macroniste, quelqu'un comme Monsieur Chenu, qui est non seulement député du Rassemblement national, mais vice-président de l'Assemblée nationale. Et puis toute une série de gens au milieu de cet espace politique-là, avec des gens comme Xavier Bertrand, le président de la région du Nord. Eh bien, ces gens-là ont essayé, ont milité, ont fait en sorte de faire une pression telle sur le président de l'université de Lille que cette conférence soit finalement annulée. Rendez-vous compte du scandale que ça représente. L'université, c'est un lieu de culture, d'intelligence, d'esprit critique. C'est l'endroit où l'on va pour s'informer, pour écouter, pour apprendre et pour se faire sa propre opinion. Eh bien, pour se faire sa propre opinion, il est nécessaire qu'il y ait des opinions contraires. Madame Spilbout, qui a été une des députées les plus actives dans l'interdiction de cette conférence, plutôt que de proposer l'interdiction de cette conférence, n'aurait-elle pas pu proposer de faire un débat, de venir débattre avec Rima Hassan ou avec Jean-Luc Mélenchon sur ce sujet-là, ou bien tout simplement de prendre la parole après eux, de venir défendre son point de vue et de laisser les étudiants se faire leur propre idée, développer leur esprit critique, se faire leur propre opinion du sujet. Non, Madame Spilbout ne fait pas ça. Madame Spilbout préfère interdire. Elle a les mêmes méthodes que celles du Rassemblement national et celles de Xavier Bertrand. Voilà comment se comportent ces gens. Il y a désormais un arc réactionnaire, autoritaire, qui ne supporte pas la parole différente sur le moindre sujet que celle que eux ont décidé de mettre en place. Et Madame Spilbout, elle est quand même forte, parce que elle a osé dire qu'elle faisait ça au nom du pluralisme. Au nom du pluralisme, rendez-vous compte. Le pluralisme, c'est-à-dire la possibilité pour des opinions diverses d'être représentées dans un espace donné, que ce soit les médias, que ce soit l'université, que ce soit ce que vous voulez. Au nom du pluralisme, Madame Spilbout a demandé l'interdiction d'une conférence, la censure d'une conférence à l'université. On est vraiment arrivé dans le monde de 1984. Ces gens qui font la guerre appelleraient ça le ministère de l'amour. Ces gens qui font de la propagande appelleraient ça le ministère de la vérité. Ces gens qui interdisent des conférences et qui les censurent appellent effectivement ça le pluralisme. Rendez-vous compte du niveau intellectuel dans lequel ces gens essayent de nous rabaisser, essayent de nous empêcher de penser. C'est ça qu'ils essayent de faire. Mais malheureusement pour eux, nous avons des outils de communication qui nous permettent de faire passer des messages indépendamment de la sphère médiatique qui, elle, se contente essentiellement de relayer les accusations des gens qui nous tapent dessus à longueur de temps. Eh bien, écoutez, ces outils que nous sommes en train de créer ensemble, d'ailleurs, je vous appelle à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, mais ces outils sont des outils extrêmement puissants pour créer un modèle de contre-société, un modèle dans lequel, justement, on fait appel à l'esprit critique, à l'intelligence des gens. Moi, je ne suis pas en train de vous prendre pour des abrutis. Je suis en train de vous expliquer une situation politique. Vous savez d'où je parle. Je suis un député de la France Insoumise. Il n'y a pas trop de doute sur l'endroit d'où je parle. Ok ? Vous le savez, vous pouvez vous faire votre opinion, être d'accord ou pas être d'accord, mais au moins vous savez d'où je parle et vous pouvez vous forger votre propre manière de voir les choses. Eh bien, c'est ça, les outils qu'on est en train de créer. Je ne suis pas en train d'essayer de vous contraindre, je suis en train d'essayer de vous convaincre de ce que je suis en train de dire. Donc, je vous ai dit, il y a eu cette première interdiction à l'université de Lille. Mais attendez, c'est pas fini. Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan avaient décidé de faire la conférence en extérieur d'une certaine manière, avec une salle privée qui avait été réservée pour l'occasion. Vu qu'on nous annule dans la conférence, bah voilà, on prévoit un plan B d'une certaine manière. Et bien même ça, c'était trop pour eux. Dans une salle privée, le préfet du Nord a décidé d'interdire le fait que puisse se tenir cette conférence. Voilà où on en est dans le pays des droits de l'homme et du citoyen et de la liberté d'expression. Et bien même ça, on a dit non.
Et on a fini par faire le rassemblement en dehors, carrément en place publique. Et puis voilà comment on a fini cette histoire-là. Et ensuite, eh bien, ma foi, Jean-Luc Mélenchon était invité à Sciences Po Paris et c'était, ma foi, un beau pied de nez, une belle réponse, même si c'était prévu avant. Mais à Sciences Po Paris, la conférence a pu avoir lieu. Voilà d'un côté ceux qui ont permis que la parole s'exprime. Il faut dire qu'à Sciences Po, il y a une certaine expérience, une certaine accumulation de cette idée de la liberté de parole des politiques. Puis alors ils y passent tous, hein, des gens que je déteste d'ailleurs, comme des gens que j'aime bien, comme Jean-Luc Mélenchon. Mais voilà comment on forge des esprits, par l'accès à plusieurs paroles, et puis chacun ensuite doit se faire son opinion. Mais je veux vous dire que je suis vraiment très inquiet, parce que cette ambiance, c'est pas forcément des gens qui ont décidé dans des bureaux, ah bah on va faire ça, puis à la suite on va faire ça, etc. Non, c'est même pas ça. C'est peut-être juste une suite de gens qui, chacun dans leur coin, décident un truc dont ils se disent, soit, haha, ça va bien embêter les insoumis, soit même pas ça, soit ils roulent et puis ils se rendent pas compte de ce que ça va produire, l'accumulation d'événements. Mais n'empêche que c'est ça qui est en train de se produire. Les insoumis sont la cible permanente de la volonté de contraindre la parole, de les empêcher de parler, de les insulter, de les agonir d'injures, pour espérer faire en sorte qu'ils se taisent. Mais je ne sais plus sur quel ton le dire. Insoumis, c'est un mode d'emploi, hein. C'est pas juste un nom, c'est comme ça qu'on fonctionne. Vous essayez de pas nous faire dire quelque chose, c'est le meilleur moyen pour qu'on ait envie de le répéter en boucle, tu vois. On est insoumis, mais des pieds jusqu'à la tête. Donc essayer de nous contraindre, c'est complètement stupide. Ça ne fonctionne pas, c'est l'inverse. Ça nous donne envie de... Ah, tu dis, on a envie de dire, bah tiens, t'as envie de me faire dire ça, je vais dire l'inverse. Tu vois, c'est malin de nous prendre comme ça. Alors que si chacun pouvait défendre ses opinions, eh bien, ma foi, voilà, ce serait soit une campagne européenne, soit un débat public qui pourrait avoir lieu de manière assez normale et assez démocratique. Parce que c'est ça la démocratie, normalement. La démocratie, on confronte les idées, et puis à la fin, les gens, ils tranchent par des bulletins de vote. C'est ça la démocratie. C'est pas lui, ce qui dit, ça me plaît pas, allez, boum, en tôle. Non, ça, c'est pas la démocratie. C'est plutôt des régimes autoritaires, voire dictatoriaux. Et je dois dire que ça m'amuse assez de voir des gens qui, à longueur de plateau, nous disent qu'on est les amis de Poutine, appliquer des méthodes qui sont des méthodes poutiniennes. Hein. Parce que les macronistes, ils sont dans une pente qui les amène directement à des régimes autoritaires du type de celui qui est là-bas. Nous, de notre côté, on accueille les opposants au régime de Poutine chez nous. Donc, ceux qui sont les amis de Poutine, c'est clairement les macronistes. Mais voilà ce que je voulais vous dire, parce que je trouve que c'est un des éléments les plus choquants, mais qui cristallise l'actualité politique de notre pays. Il ne faut pas laisser passer ça. Il ne faut pas faire comme si, oh, bon, c'est pas grave, ça fait partie de la vie politique. Non, non, c'est pas ça la vie politique d'un pays. C'est la première fois depuis le début de la Ve République qu'une présidente de groupe d'opposition est convoquée devant la police. Rendez-vous compte, pour les propos qu'elle a tenus. Vous vous rendez compte du niveau d'autoritarisme dans lequel ils ont emmené notre pays. Voilà le premier sujet dont je voulais vous parler. Le deuxième, c'est ça, l'inscription sur les listes électorales. Parce que là, il vous reste que quelques jours pour vous inscrire sur les listes électorales et participer à la prochaine élection qui va avoir lieu, qui est l'élection européenne du 9 juin prochain. L'inscription sur les listes électorales en ligne, c'est jusqu'au 1er mai. Et en mairie, en envoyant des CERFA, c'est-à-dire des petits papiers où vous avez tout rempli les trucs, c'est jusqu'au 3 mai. Mais donc, le 1er mai, c'est la date la plus facile pour vous inscrire sur les listes électorales. Et si vous ne l'avez pas encore fait, si vous n'avez pas encore changé d'adresse, je vous appelle à mettre pause sur la vidéo. Là, maintenant, vous arrêtez et vous vous inscrivez tout de suite sur les listes électorales parce que ça sera même beaucoup plus utile que d'écouter ce que je vais vous dire. Après, vu que je vais essayer de vous convaincre de vous inscrire sur les listes électorales. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que ça, c'est un document de travail que j'ai fait à l'Assemblée pour expliquer que l'un des principaux problèmes de l'abstention à toutes les élections, c'est non pas, contrairement à ce qu'on croit, juste des questions sociales, c'est-à-dire par exemple le fait d'être plutôt pauvre ou le fait d'être plutôt jeune, qui sont des facteurs qui augmentent l'abstention, c'est justement la mal-inscription sur les listes électorales. Figurez-vous que la première cause d'abstention, ça n'est pas le fait de ne pas avoir envie de participer, ça ne nous intéresse pas, etc. Non, c'est pas ça, c'est la mal-inscription. C'est justement pour ça que ce document parle de ça. La mal-inscription, c'est-à-dire le fait d'être inscrit pas au bon endroit. Exemple, vous habitez maintenant à Paris, mais en fait vous votez toujours dans l'endroit où vous êtes né. Exemple, Saint-Étienne, c'est la première ville que je vois sur la carte. Voilà. Donc vous n'allez pas payer le billet de train
ou la voiture ou le covoiturage pour aller de Paris à Saint-Étienne parce que ça fait trop cher. Et la dimension sociale est ici, c'est que comme c'est trop cher et que bon, aller mettre un bulletin dans une urne, payer 120 € l'aller-retour pour aller mettre le bulletin dans l'urne, la dépense se réfléchit. Pour une élection présidentielle, vous allez peut-être le faire. Pour une élection européenne, vous vous dites c'est moins important. Et c'est comme ça que souvent plein de gens ne participent pas finalement à l'élection européenne ou aux élections intermédiaires d'une manière générale. Donc moi je vous appelle, je vous demande s'il vous plaît de vous inscrire sur les listes électorales. Parce que sinon ce qui se passe, c'est que c'est le rétablissement d'un suffrage censitaire. Vous avez peut-être vu ça dans vos cours d'histoire, mais le suffrage censitaire c'est quoi? C'était le vote qui était réservé à une élite économique, à ceux qui payaient l'impôt. C'était le cens, le nom de l'impôt c'était le cens, et donc seuls ceux qui payaient l'impôt pouvaient participer au vote. C'était une démocratie pour les riches. Et bien on est en train de revenir à ça. Une démocratie pour les riches, en raison du fait que, accrochez-vous, 7,5 millions de personnes sont mal inscrites sur les listes électorales, ne sont pas inscrites dans la bonne ville. En fait, chaque fois qu'on déménage, littéralement, on devrait s'inscrire sur les listes électorales. Tu fais ta facture d'électricité, ton compteur, l'ouverture de ton compteur d'électricité. Tu fais l'ouverture de ton compteur de gaz. Tu fais ta box internet. Pourquoi tu t'inscris pas sur les listes électorales? En fait, c'est fou. On devrait faire ça de manière spontanée et évidente. Ou bien alors, il devrait y avoir une solution automatique de l'État. Par exemple, quand tu fais ta déclaration d'impôt, poum, tu es inscrit sur les listes électorales. Bingo, c'est justement une des propositions qu'on faisait dans ce document. Mais puisqu'ils ne le font pas, puisqu'ils essayent de faire en sorte de rétablir un suffrage censitaire qui ne dit pas son nom et qui est réservé aux plus riches, il faut vous inscrire sur les listes électorales. Il faut aller sur le site internet et vous inscrire. Si jamais vous ne le faites pas, d'ici le 1er mai, c'est pas bien. Mais si jamais vous ne le faites pas, vous aurez encore la possibilité de faire des procurations. Mais franchement, c'est 1000 fois plus facile de vous inscrire maintenant que d'aller faire des procurations la fois d'après. Et c'est hyper important parce que si vous n'allez pas voter, eh bien ça provoque des écarts de participation bien sûr, mais du coup des écarts dans les résultats. Parce que les pauvres et les jeunes, ils ont tendance à ne pas voter pour les candidats des riches et des racistes, voyez-vous. Donc il faudrait mieux vous inscrire maintenant, comme ça, au moins vous pourrez voter le 9 juin. Voilà ce que je voulais vous dire, vous lancez cette alerte. Je ne vous dis pas pour qui voter, ça c'est votre décision à vous. Et ce n'est pas mon rôle comme député à l'Assemblée nationale de vous dire pour qui voter. Par contre, c'est mon rôle de vous dire de vous inscrire et d'aller voter le 9 juin. Et c'est très important de le faire. Vraiment, je compte sur vous pour faire ça, même si c'est pour voter pour des adversaires de la candidate et des candidats que par ailleurs je soutiens. Mais moi, ça me semble indispensable que tout le monde le fasse. Le dernier truc dont je veux vous parler, parce que la géopolitique est toujours quelque chose qui est englobant par rapport à la situation politique nationale. Et il y a des choses qui sont en train de se passer sur la scène internationale qui n'ont pas forcément été beaucoup commentées en France, mais qui pour moi sont assez cruciales. Il y a eu un vote d'un texte aux États-Unis il n'y a pas très très longtemps, qui est un vote de soutien financier à plusieurs choses. D'abord, un soutien financier à l'Ukraine de 61, si je ne dis pas de bêtises, de 61 milliards de dollars. Soutien financier à l'Ukraine qui intervient donc dans le contexte de cette guerre d'Ukraine. Donc là, il s'agit d'acheter du matériel militaire, de fournir du matériel militaire à l'Ukraine. Et ça s'inscrit dans ce contexte d'affrontement entre la Russie et l'Ukraine, guerre déclenchée par la Russie, par l'invasion qui a eu lieu il y a maintenant 2 ans. Ensuite, il y a un deuxième paquet d'aides dans cette loi américaine, et cette fois-ci, elle concerne Israël. Il s'agit de 23 milliards de dollars, et cette partie-là de l'aide, elle est coupée en deux, entre d'une partie de l'aide humanitaire et de l'autre partie, une aide militaire pour Israël. Oui, les États-Unis d'Amérique décident d'apporter une aide militaire à Israël. Alors, ils disent que pour l'essentiel, c'est pour financer ce qu'ils appellent le dôme de fer, c'est-à-dire l'arme qui permet d'intercepter des missiles qui viendraient à approcher d'Israël. Donc dans l'idée, il s'agit de financer des logiques défensives. Mais compte tenu de la taille de l'enveloppe, il est assez vraisemblable que ça ne finance pas que du matériel défensif et que donc cela puisse y compris financer du matériel offensif dans cette guerre abominable que Israël mène dans la bande de Gaza et au-delà désormais, puisque le Liban a été touché, puisque vous avez vu peut-être les échanges de tirs entre Israël et l'Iran, et qu'on craint un embrasement régional du conflit de manière de plus en plus importante. Et puis enfin, il y a un dernier morceau, qui est cette fois-ci 8 milliards d'euros débloqués
notamment pour faire des sous-marins dans le contexte d'une augmentation des tensions entre la Chine et les États-Unis sur la question de Taïwan et du statut de Taïwan, puisque les Chinois disent que Taïwan est à eux, et que c'est ce que reconnaît d'ailleurs le droit international, et que les Américains disent que Taïwan est indépendante. Donc sur cette partie-là, il y a aussi des tensions. D'ailleurs, je vous invite fortement à lire la note de blog de Jean-Luc Mélenchon sur ce conflit, sur, je ne sais plus comment ça s'appelle, on va vous mettre le titre ici, hein, Alex, on met le titre ici, ok. Et vous pouvez retrouver cette note de blog, je vous invite à la lire, on va vous mettre le lien dans la description de la vidéo aussi, et en commentaire épinglé pour que vous puissiez aller la lire. Mais ce que je veux vous dire, attendez, dernier truc, mais dans ce projet de loi, il y a quand même une dinguerie, c'est qu'il se propose d'interdire TikTok aux États-Unis, oui, interdire TikTok aux États-Unis, si jamais TikTok ne se sépare pas de sa maison mère qui est chinoise. J'ai oublié le nom de la maison mère. Et donc, vous avez une ambiance globale qui est définie par ce projet enfin, par cette loi, qui est une ambiance d'affrontement, une logique de bloc. Vous avez d'un côté les États-Unis d'Amérique et au sens large les Occidentaux, ceux qui se retrouvent par exemple dans l'OTAN, raison pour laquelle nous on dit qu'il faut sortir de l'OTAN parce qu'on ne va pas se retrouver en guerre avec la Terre entière. D'un côté donc les Occidentaux, je mets des gros guillemets, et puis de l'autre les ennemis désignés à la vindicte, la Russie, la Chine, et puis les ennemis d'Israël et notamment l'Iran, puisque là la logique d'affrontement qui peut se mettre en place, elle est avec l'Iran effectivement dans cette région-là du monde. En tout cas c'est la puissance militaire régionale qui pourrait entrer dans un conflit. Et donc on a un peu une ambiance Troisième Guerre mondiale, une ambiance dans laquelle il y a plusieurs zones du monde qui peuvent être le point de départ d'un élargissement de conflits. Que ce soit le conflit Ukraine-Russie, il peut y avoir un élargissement à d'autres pays, que ce soit une entrée en conflit sur la question de Taïwan entre la Chine et les États-Unis, ou bien des alliés réciproques des uns et des autres. Et puis enfin, ce dernier endroit du monde qu'est le Moyen-Orient, où les échanges de tirs d'un côté puis de l'autre, puis de nouveau dans l'autre sens entre Israël et l'Iran sont plus qu'inquiétants sur un embrasement potentiel du conflit dans la région. Donc voilà, je voulais vous parler de ça parce que je trouve que c'est des choses qui ne sont pas vraiment regardées, qui pourtant ont des implications, qui peuvent être des implications majeures, que ce soit pour notre pays ou pour notre continent. Et il me semblait assez important d'attirer votre attention sur ce sujet dont j'ai trouvé qu'on n'en avait pas parlé en France. Moi, j'ai été interrogé sur France Info, matinale de France Info. J'étais super content qu'on me pose la question, mais en même temps super surpris parce que c'est assez rare qu'on puisse traiter des questions géopolitiques sur des émissions comme ça. J'allais dire de grande écoute, mais la matinale à 7h45 le dimanche, je suis pas sûr que ce soit la grande écoute. En tout cas, moi j'y étais. Et vu qu'il y avait des gens qui m'envoyaient des messages, je me suis dit qu'en fait, ça devait y avoir plus de monde qui écoutait que ce que je pensais. Voilà ce dont je voulais vous parler cette semaine. Je vous appelle vraiment une dernière fois à arrêter la vidéo et à aller vous inscrire sur la liste électorale si ce n'est pas fait. Et puis si vous êtes déjà inscrit, eh ben, je vous invite à vous abonner à la chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Et puis je vous demande aussi de me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, parce qu'avec Alex qui bosse avec moi, on les regarde. Et ça nous intéresse toujours beaucoup de savoir ce que vous pensez du contenu qu'on produit pour vous, pour essayer de participer au pluralisme, comme dirait Violette Spielbout. Mais voyez-vous, Violette Spielbout n'a pas encore la force et le pouvoir de m'interdire de parler sur ma chaîne YouTube. Et je crois que ça n'arrivera pas de sitôt. En tout cas, je l'espère parce que, alors si vraiment c'est ça, les amis, il va falloir se bouger beaucoup pour faire respecter notre liberté d'expression. Allez, salut tout le monde et à la semaine prochaine.